Dans cette vidéo, on va voir comment devenir plus heureux. Cette vidéo est un résumé du chapitre sur le bonheur du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Si le livre vous intéresse et si vous avez envie de l'acheter, je vous mets le lien en description. Déjà, on pourrait se demander pourquoi il est si important d'être heureux. Le bonheur nous fait du bien? Ok, mais c'est pas tout. Le bonheur ne donne pas simplement goût à la vie, il a une influence concrète sur la réussite de notre vie professionnelle et personnelle. Le bonheur a des conséquences bénéfiques, il nous rend plus sociables et plus altruistes, il augmente notre amour de nous-mêmes et des autres, il améliore notre capacité à résoudre des conflits et renforce notre système immunitaire. Quel est donc le meilleur moyen d'être plus heureux? Quand on leur pose cette question, la plupart des gens répondent plus d'argent. Mais l'argent fait-il vraiment le bonheur? En fait, oui et non. Une étude réalisée par Brickman dans les années 70 nous donne quelques indications. En interrogeant des gagnants du loto, certains avaient gagné 1 million de dollars, il a pu déterminer le lien entre bonheur et argent. Contrairement aux idées reçues, les niveaux de bonheur entre le groupe test et le groupe des gagnants du loto étaient très similaires. Une seule différence se dégageait, ceux qui n'avaient rien gagné au loto profitaient pleinement des petits plaisirs de la vie, comme par exemple parler avec ses amis, écouter une blague ou recevoir un compliment. Mais le loto reste une façon assez inhabituelle de s'enrichir. Existe-t-il donc un lien entre salaire et bonheur? Les résultats indiquent que les très pauvres sont moins heureux, mais ce contraste disparaît dès que les revenus commencent à être modestes. Les 100 personnes les plus riches du monde ne sont pas plus heureuses que le Français moyen. À partir du moment où l'on a de quoi vivre, l'augmentation des revenus n'entraînera pas forcément celle du bonheur. Comment expliquer ce phénomène? En fait, on s'habitue très vite à notre mode de vie. Si on achète une nouvelle voiture ou une grande maison, on sera très heureux au tout début, mais ensuite on va s'y habituer et ça va devenir notre nouvelle norme. Ce qui était un luxe hier est devenu aujourd'hui normal et routinier. Et vivre dans le luxe fait qu'on profite beaucoup moins des petits plaisirs de la vie, ils n'ont pas la même saveur qu'avant, on s'émerveille moins devant un coucher de soleil par exemple. Selon certains livres de développement personnel, pour trouver le chemin du bonheur, il suffirait de chasser de son esprit toutes les pensées négatives. Mais est-ce vraiment efficace? En fait, quand on demande à des personnes de ne pas penser à quelque chose, ils y pensent de plus en plus. Les pensées refoulées finissent par nous obséder et on risque encore plus d'aggraver les choses. Si le refoulement des pensées négatives n'est pas la bonne solution, que reste-t-il à faire? Se distraire en faisant la fête avec un passe-temps. Donc cette stratégie peut aider à se sentir mieux pendant un certain temps, mais elle ne garantit pas le bien-être à long terme. Pour ça, les spécialistes recommandent de se munir d'un papier et d'un crayon, de tenir soigneusement son journal intime, de multiplier les petites attentions et de rechercher de la nouveauté. Quand on vit un moment difficile, 90% de la population s'imagine qu'il suffit de se confier à quelqu'un, donc d'en parler, pour surmonter son chagrin. Mais est-ce vraiment le cas? Des études ont été menées et ils ont observé que le fait de parler d'un problème n'a aucun impact positif à long terme. Les participants pensaient avoir vidé leur sac, mais à en voir les effets, ils auraient tout aussi bien pu parler de n'importe quoi d'autre. Plusieurs études ont incité des gens qui avaient vécu un événement traumatique à consacrer quelques minutes par jour à mettre par écrit leurs pensées et leurs sentiments. Ce type d'exercice est rapide et simple, mais les résultats ont montré que les participants en retiraient d'énormes bénéfices pour leur équilibre psychique. Ils avaient moins de problèmes de santé et avaient davantage confiance en eux. Les psychologues sont restés perplexes. S'il est inutile d'en parler, comment expliquer que l'écriture permette d'obtenir des résultats aussi impressionnants? D'un point de vue psychologique, parler et écrire sont deux activités très différentes. Le discours oral est toujours un peu déstructuré, désorganisé, voire chaotique. L'écriture, au contraire, oblige à élaborer une ligne narrative et une structure qui fassent sens et tendent vers une solution. The best thing you can do is teach people to write. En bref, parler ne fait qu'ajouter de la confusion, tandis qu'écrire permet une approche plus méthodique, orientée vers une solution. Cette méthode s'est avérée efficace pour ceux qui avaient vécu un traumatisme, mais est-elle aussi efficace quand il s'agit de trouver le bonheur dans la vie de tous les jours? Eh bien oui, le fait de tenir un journal intime, de noter ses pensées, aide à se sentir plus heureux sur le long terme. Pour ne pas toujours écrire la même chose sur son journal, on peut noter aussi ses rêves, ses objectifs, des plans d'action,
des souvenirs heureux que vous avez ou tout simplement votre avenir de manière idéale si toutes les choses que vous avez en tête se réalisaient. Est-ce que les achats rendent vraiment plus heureux? Acheter le dernier gadget, le dernier iPhone, est-ce que ça nous rendra vraiment plus heureux? En fait, les objets ne nous rendent pas forcément plus heureux. Les études montrent qu'à court et à long terme, pour être plus épanoui, il est plus profitable de s'offrir des expériences que des objets. Quand on vit des expériences, on a tendance à oublier la partie négative, on efface le trajet pénible pour ne retenir que l'évasion et les moments de détente. Les expériences permettent de connecter avec les autres parce que c'est jamais des choses qu'on vit seul, généralement. Souvent, on le fait avec des amis, de la famille ou on rencontre des gens. Et en plus de ça, c'est des choses qu'on peut raconter. En soirée, on pourra dire tu te rappelles de la fois où on est parti là-bas. Donc, on peut raconter son expérience avec d'autres personnes, ce qui renforce une fois de plus les échanges et les interactions sociales. Et les personnes altruistes, qui ont généralement beaucoup d'interactions sociales, ont tendance à être plus heureuses. Alors que si on achète un objet de dernier cri, ça peut nous isoler de notre entourage, parce qu'on se consacre à une activité solitaire, et les gens seront peut-être jaloux de nos biens. Les personnes matérialistes ont plus tendance à ressentir des sentiments de frustration ou d'insatisfaction. Et ils ont plus tendance à être égoïstes, ce qui peut justement faire obstacle à leur bonheur. Donc pour être plus heureux, tester des nouvelles expériences, ça peut être aller au restaurant, aller voir un concert, aller au cinéma, aller au théâtre, faire un voyage, etc. Tout ce qui vous donnera l'occasion d'interagir avec d'autres personnes et de pouvoir en parler autour de vous ensuite. Est-ce qu'il vaut mieux donner ou recevoir? Les études ont montré qu'il existe aussi un lien entre solidarité et bonheur. Donner rend plus heureux. Les personnes qui donnent beaucoup aux autres ont tendance à être plus heureuses. Après, il ne s'agit pas forcément d'un cadeau ou de quelque chose de payant. Ça peut être très bien un mot de remerciement, faire une bonne action, faire une petite action, aider, donner de son temps, donner un coup de main à quelqu'un, etc. Donc rendre des petits services permet d'être plus épanoui. Si vous voulez être plus heureux, faites comme si vous l'étiez déjà. Ça paraît bête, mais notre attitude et notre posture ont une influence directe sur notre humeur et nos émotions. Si on se tient voûté, en marchant au ralenti, les bras qui tombent, on n'envoie pas un message positif de nous-mêmes à notre cerveau. On aura l'impression de se sentir déboussolé, triste, un peu perdu, pas très confiant. So rule 1 is stand up straight with your shoulders back. Tandis que si on est enthousiaste, dynamique, de bonne humeur, avec le sourire, on se sent tout de suite plus détendu, plus confiant et donc plus heureux. Si vous voulez être plus heureux, faites comme si vous l'étiez déjà. Souriez, tenez-vous droit, employez des mots positifs, un vocabulaire positif, soyez enthousiaste, dynamique, faites des blagues, riez et essayez de mettre les autres de bonne humeur. Dernier conseil, le fait d'amorcer un changement permet d'être plus heureux sur le long terme. Un changement circonstanciel, donc un changement très positif mais qui ne dépend pas de vous à 100%, ne rend pas forcément plus heureux. Ça peut être par exemple trouver un billet de 50 € par terre, ça rend pas vraiment plus heureux parce qu'on était au bon endroit au bon moment et ça ne vient pas de nos efforts et de notre persévérance dans un domaine. En fait, si ça nous rend heureux sur le moment, ça nous rend heureux 30 secondes et ensuite notre bonheur revient vite à son niveau initial. A l'inverse, un changement intentionnel, donc un changement qu'on crée volontairement, qui est dû à nos efforts, à notre persévérance, permet de rester plus heureux sur le long terme. Donc commencez une nouvelle activité, mettez de la nouveauté dans ce que vous faites, testez des choses différentes, créez du changement de manière intentionnelle. Ça peut sembler contraignant, mais ça vaut le coup de faire un petit effort si c'est pour être plus heureux. En conclusion, trop d'argent ne rend pas forcément plus heureux, comme on s'habitue à tout. Tenir un journal permet d'avoir un esprit beaucoup plus lucide. Dépenser dans des expériences plutôt que dans des objets, dans des choses matérielles. Donner aux autres, rendez des petits services. N'oubliez pas que votre posture joue énormément sur votre humeur. Tenez-vous droit, souriez, soyez motivé et enthousiaste. Créez un changement intentionnel, testez des nouvelles activités, mettez de la nouveauté dans ce que vous faites. Petit aparté pour dire que souvent on entend des trucs en développement personnel, on se dit ah ouais c'est cool, mais on met absolument rien en place. Et en fait c'est pas une baguette magique, si on met rien en place, rien ne change malheureusement. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait que je commence à tenir un journal pour noter mes idées, mes objectifs, mais je suis jamais passé à l'action.
Et il y a un truc qui m'a motivé et qui m'a permis de passer le cap. Donc j'ai acheté il n'y a pas si longtemps un journal, ça s'appelle 5 ans de réflexion. En fait, on doit noter des choses, on est guidé. Tous les jours, on a une question différente et on peut voir l'évolution de notre pensée, de nos objectifs, de notre vie pendant 5 ans. Donc je l'ai commencé il y a 6 mois et pour l'instant, j'ai toujours la même assiduité qu'au début. Et je trouve que c'est un super moyen de s'y mettre sans que ça devienne hyper répétitif parce que j'avais peur d'écrire des choses très répétitives tous les jours. Là, par exemple, le 22 mai, c'est de quand date votre dernière conversation intéressante. Le 18 avril, c'est un problème que vous avez résolu aujourd'hui. Donc c'est un bon moyen de s'y mettre, je le recommande énormément. Je mets le lien en description si vous avez envie de l'acheter. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, parce que apprendre des choses, c'est bien. Appliquer ce qu'on a appris, c'est mieux. Cette vidéo m'a demandé un gros travail de synthèse, donc j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre énormément de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un pouce bleu, en parler autour de toi et aussi partager la vidéo si elle t'a plu. On se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao.